Toran France est heureux de vous présenter Continuum. Bienvenue dans Continuum, l'émission d'Agora News Sécurité. Cette émission est proposée et parrainée par Toran France. Pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Fard. Guillaume, bonjour. Bonjour Sébastien. Alors, vous êtes conseiller scientifique de la spécialité sécurité défense de l'école d'affaires publiques de Sciences Po. Vous donnez des cours d'économie, de la sécurité, de la défense. Vous êtes également consultant pour la chaîne d'information BFM TV, réserviste citoyen de la Gendarmerie nationale, et vous venez de publier cette année un ouvrage, Le Continuum de la sécurité nationale, chez Hermann. Pourquoi cette appétence sur les questions de sécurité ? Alors l'appétence sur les questions de sécurité elle est ancienne. Ça fait plus de 10 ans que maintenant que je suis dans ce secteur et plus de 10 ans encore que je m'intéresse à ces sujets-là, sans jamais avoir appartenu d'ailleurs à aucune force de sécurité ni à aucune force militaire. Mais j'y ai vu d'abord une curiosité sincère et puis après un objet d'étude scientifique et ça m'a jamais quitté et j'ai commencé par m'intéresser historiquement au malaise qu'inspirait en France la coopération, la collaboration publique-privée. Et c'est ça qui m'avait interpellé au tout début de mes recherches, il y a plus de 10 ans, quand j'avais commencé mon doctorat en 2010. Donc vous voyez, ça fait vraiment plus de 10 ans sur ça. Comment ça, des études, on ne s'intéresse pas forcément au début aux questions de sécurité. Il y a bien eu un élément déclencheur qui fait que là, je vais me spécialiser sur les questions de sécurité. Oui, si on interrogeait mes parents ou mon psychanalyste, ils diraient probablement qu'il y a quelque chose qui se joue dans l'enfance, mais il y a un attrait qui est de l'ordre de l'indicible, mais il y avait une certitude, c'est que je savais que si, d'une façon ou d'une autre, je ne m'intéressais pas à ces questions-là, je ne serais pas heureux, je ne m'accomplirais pas. Et donc, c'est devenu quelque chose qui me suit et qui me suit depuis longtemps, et j'aimerais que ça me suive encore longtemps. Et donc, du coup, voilà, c'est quelques ouvrages de l'enseignement et beaucoup de recherches. Donc, vous êtes un spécialiste des questions de sécurité. On va parler évidemment de la question du continuum de sécurité, parce que c'est ça qui nous intéresse. Mais d'abord, je voulais avoir votre regard un peu sur la situation en France. Violence urbaine, délinquance du quotidien, terrorisme, dégradation des relations entre la police et la population. C'est quoi votre regard sur, à l'instant T, là, en cette fin d'année 2020 ? C'est le regard d'un ministère de l'Intérieur, puisque c'est à lui qui revient d'assurer la sécurité des Français principalement, pas exclusivement, on va y venir, mais principalement. Un ministère de l'Intérieur qui ne sait peut-être pas exactement quelle est sa ligne, ou en tout cas qui cherche sa ligne. Depuis notamment 2017, on voit bien que le ministère de l'Intérieur et les ministres de l'Intérieur successifs, il y en a quand même eu 3 en 3 ans, n'arrivent pas à donner une orientation, à dire des choses en fait très simples. Quelle est leur politique publique de sécurité ? Qui doit l'exercer entre les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux, les agents de sécurité privés ? Avec quels moyens ? Avec quelles prérogatives ? Quels moyens matériels ? Et sous quel contrôle ? Et comme il n'y a pas de réponse à ces questions très simples, au fond, je vois, moi, surtout beaucoup de désorientation, c'est-à-dire des personnes qui ne savent pas exactement quelle est leur place, qui ne savent pas donc exactement où elles vont et qui sont en mal-être. Et quand on interroge les différents acteurs individuellement, chacun a objectivement d'excellentes raisons de se plaindre, de se plaindre d'être en situation de malaise. Donc, pour répondre à la question, mon observation, c'est celle d'un malaise, d'un profond et sérieux malaise. On verra si le livre blanc de la sécurité intérieure qui est publié cette semaine y répondra, ou en tout cas donnera des pistes, mais il y a une inquiétude collective, ça c'est indéniable. En même temps, être ministre de l'Intérieur en ce moment, c'est un peu compliqué. On l'a dit, les mouvements sociaux, terrorisme, la relation à la police qui quand même est problématique. Aujourd'hui, honnêtement, quelles seraient un peu les solutions ? Enfin, j'ai bien compris, avoir un discours clair, un discours précis vis-à-vis des policiers, vis-à-vis des gendarmes, mais pas que. Mais est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Est-ce qu'il y a d'autres pistes, j'allais dire, pour améliorer les conditions de sécurité dans le pays ? Je crois avant tout qu'être ministre de l'Intérieur, ça n'a jamais été simple. Je crois que l'actuel ou ses prédécesseurs ont tous été confrontés à leur lot de difficultés. Effectivement, Christophe Castaner a eu à affronter la crise des Gilets jaunes, mais Bernard Cazeneuve a eu une crise terroriste d'ampleur inédite. Probablement que Charles Pasqua, en son temps, a eu aussi à affronter des crises qui étaient des crises difficiles. Enfin, l'année 86 en matière de terrorisme en France, c'était quand même une année très, très dure. Oui, c'est le ministère de l'urgence et des crises.
Et donc du temps court. Mais justement, c'est pas que le temps court, c'est aussi le temps long. Et la grande difficulté de ce ministère, c'est qu'en même temps qu'il doit gérer des urgences, des crises et donc des événements dans un temps très rapproché, il doit aussi parvenir à penser son futur et à essayer de voir devant et de dire ce qu'il va devenir et ce qu'il va laisser au ministre de l'Intérieur suivant. Celui qui a très bien su faire ça, c'est Pierre Joxe, qui, quand il est ministre de l'Intérieur, alors c'est certes les années 80, mais il voit loin, il crée la police scientifique, il crée le RAID, il crée l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, qui a depuis, hélas, disparu, mais il crée des choses pour durer. Et je crois qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est de dire à tous les acteurs, à toutes les femmes et les hommes de la sécurité intérieure, où ils vont. Nicolas Sarkozy avait une ligne. On peut être pour, on peut être contre, mais c'était, pour dire ça assez simplement, les indicateurs de performance. On a pu réduire ça à la politique du chiffre. Ouais. Mais en tout cas, il avait dessiné une trajectoire. Des fonctionnaires de police moins nombreux. On peut aussi discuter des effets de la révision générale des politiques publiques en la matière, mais mieux payés, mieux équipés. En tout cas, c'était son ambition. Bernard Cazeneuve avait aussi une ligne. Réarmer la France face au terrorisme. Et il y a eu beaucoup de résultats en la matière. Depuis 2017, c'est le où va-t-on. Alors, depuis que ce gouvernement est en place, depuis que Jean Castex est Premier ministre et Gérald Darmanin ministre de l'Intérieur, on sent que le continuum pourrait être une ligne, au moins dans sa composante collectivité territoriale. C'est principalement ce qui ressort du livre blanc, le maire au centre du jeu, et ce lien collectivité-État qui pourrait être constitutif d'une ligne. C'est un début, mais ça mériterait d'être quand même précisé. Justement, en ce moment est discutée au Parlement la proposition de loi Fauvergue-Thourot, qui parle du continuum, qui est lié au rapport qui a été sorti à la fin de l'année 2018. Est-ce que ça répond, honnêtement, cette proposition de loi? Alors, il y a quelques articles, évidemment, qui sont sous le feu des projecteurs, mais est-ce que sur le fond, ces différents articles de cette proposition de loi répondre un peu à l'ambition d'un continuum de sécurité en 2020-2021? Alors, la réponse, ça y répond imparfaitement, et pour compléter la réponse, ça devrait y répondre plus parfaitement. D'abord, cette proposition de loi, elle était pensée initialement comme la conséquence de ce rapport Fauvergue-Thourot sur le continuum de sécurité nationale, qui commence à être assez ancien, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'il a été publié. Et d'ailleurs, cette proposition de loi, elle a été faite un petit peu pour secouer le gouvernement. Il devait y avoir une réponse assez rapide à l'époque du ministre de l'Intérieur quand ce rapport est sorti en octobre. Ouais. Et puis, ne voyant rien venir, Fauvergue et Thourot décident de déposer une proposition de loi pour, j'allais dire, accélérer un petit peu le calendrier. Quoi. On peut les créditer quand même d'une légitimité pour faire cela, parce qu'ils avaient publié 78 propositions. Ce sont 78 propositions, le rapport Fauvergue-Thourot de septembre 2018 sur le continuum. Sur ces 78 propositions, 1 an et demi après, il n'y en a aucune qui a été suivie des faits. Donc, légitimement, ils disent, bon, écoutez, ça suffit, nous déposons une proposition de loi. Elle a été déposée en janvier. Mais là où cette proposition de loi devait initialement répondre à des inquiétudes et des questionnements sur le continuum de sécurité nationale, on se retrouve avec un texte qui est un texte un peu voiture-balai, où il est question de beaucoup de choses et pas seulement de continuum de sécurité nationale. Peut-être qu'il est même moins question de continuum que d'autres sujets. On a le sentiment, effectivement, d'avoir eu quelques articles à la demande du gouvernement. L'interdiction des mortiers d'artifice, par exemple, qui est dans les dispositions diverses, ou ce fameux article 24 qui crée un nouveau délit sur la diffusion d'images de policiers et de gendarmes avec l'intention de leur porter atteinte et de leur nuire psychiquement et physiquement. Reste à préciser justement ce qu'est une atteinte psychique en la matière, mais qui crée du coup une polarisation un peu excessive sur ce débat-là, au détriment d'un autre débat, justement, sur le continuum de sécurité nationale. Et donc le principal risque, c'est que cette loi passe complètement à côté de son objet. Et son objet, ça aurait été de répondre à des questions sur l'articulation des différents acteurs qui forment la chaîne de sécurité qu'est le continuum de sécurité nationale. Et au lieu de cela, on se retrouve avec un débat sur la liberté de la presse. Alors, c'est très important, la liberté de la presse, mais ce n'était pas l'objet initial de la loi. Dans votre livre, là, le continuum de sécurité nationale, vous êtes assez critique sur la coopération publique-privée en matière de sécurité. Vous considérez que la France est en retard par rapport à d'autres pays. Pourquoi ce retard et comment aujourd'hui le combler au-delà de cette proposition de loi Fauvergue-Thourot, quoi? Je crois d'abord que chaque État est le produit de son histoire et de ses traditions et que dans le cas français, notre histoire et nos traditions, c'était celle d'une séparation très stricte, public-privé, en matière de sécurité. Au moment de la Révolution française, il y a quand même plus de 2 siècles,
il y a un moment un peu particulier qui fait que le pouvoir passe du roi à la nation, et quand la nation est autonome pour s'organiser politiquement, décide que ceux qui assureront la sécurité des nouveaux citoyens français, le concept de citoyen émerge à ce moment-là, eh bien, ce seront des forces qui sont caractérisées comme étant une force publique. C'est même inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est à l'article 12. À partir du moment où cette force est publique, elle n'est pas privée, et donc tout ce qui va découler en termes de modèle, c'est une mise à distance du monde privé. Et donc ces deux hémisphères d'un même monde vont peu dialoguer pendant 200 ans. Et ils vont finir par se rapprocher lentement, timidement, à partir du début des années 90, davantage encore au début des années 2000, mais c'est long, c'est très long ce rapprochement. Et les attentats de 2015 sont un accélérateur puissant, qui fait qu'un rapprochement qui aurait fini probablement par avoir lieu, mais qui aurait peut-être mis encore 10 ans, encore 15 ans, 20 ans, eh bien c'est accéléré brutalement. Et la préparation un peu de l'euro 2016 aussi, oui, un bien peu. sûr. Enfin, c'était une conjonction d'événements. Les attentats du 13 novembre 2015 ont lieu. Le lendemain, 14 novembre, tout le monde se dit mais il faut augmenter, il faut rehausser considérablement le niveau de sécurité. Mais les seuls policiers et gendarmes ne pouvaient pas tout assumer, et même renforcés par les militaires de l'opération Sentinelle. Donc il fallait faire appel à la sécurité privée, notamment dans la perspective de l'Euro 2016. Et est-ce que justement les JO de 2024 vont être un accélérateur, vous pensez, de ce continuum? On sera face à un défi sécuritaire majeur auquel la France doit répondre présent. Ça va être un accélérateur en termes de technologie, en termes d'effectifs, en termes de partenariat. Comment vous le jugez là-dessus? En tout cas, c'est l'ambition d'abord du livre blanc, ensuite de la proposition de loi Fauvergue, et enfin de la création de cette nouvelle direction des partenariats, la DP6, la nouvelle direction qui a été confiée au préfet Olivier de Mazières et qui fusionne la délégation aux coopérations de sécurité et l'ancienne délégation ministérielle aux industries de sécurité et de lutte contre les cybermenaces. Mais cette DP6, justement, elle s'empare pleinement de cet objectif de 2024 en disant mais précisément pour préparer 2024, il faut avoir fait le continuum. Donc il y a une ambition. Maintenant, il faut regarder dans le détail, est-ce qu'elle peut être concrétisée? Et pour que le partenariat soit optimal, il faut que le partenaire soit au niveau. Et pour que le partenaire soit au niveau, il faut que celui qui a peut-être pris plus d'avance, qui est la sécurité publique, tende la main à la sécurité privée et s'empare pleinement du sujet de la remise à niveau. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore... c'était dit d'ailleurs dans le rapport Fauvergue-Thourot en 2018, est-ce qu'il n'y a pas encore une image qui est compliquée vis-à-vis de la sécurité intérieure, de la sécurité privée, pardon? Oui. Encore aujourd'hui? Bien sûr, la sécurité privée en souffre de cette image négative. Mais d'où vient cette image négative? Elle vient du fait que pendant très longtemps, on a considéré la sécurité privée comme une force supplétive, comme une force inférieure, et qu'il y aurait un rapport qui serait un rapport presque hiérarchique dans la valorisation, avec les missions de sécurité publique au-dessus et les missions de sécurité privée en dessous. Et quand, dans le débat public, on parle de missions indues, quand les policiers et les gendarmes disent il y a des missions indues, comprendre des missions que je n'aime pas faire. Et parce que je n'aime pas les faire selon une hiérarchie qui est proprement affective, il faudrait les confier à d'autres que moi. Qui sont ces autres? La sécurité privée, qui pourrait bien, par exemple, prendre en charge les gardes statiques parce que moi, je n'aime pas les faire. Mais aller dire à quelqu'un que vous lui confiez quelque chose au titre d'un partenariat parce qu'il va faire ce que vous n'aimez pas faire, ça n'est peut-être pas la meilleure des manières d'avoir un partenariat sur une base qui soit une base de respect et d'estime mutuelle. Donc, il y a un grand travail à faire et qui est par devant nous pour rehausser la sécurité privée et la revaloriser. C'est pas impossible, hein. Vous savez, il y a 25 ans, être policier municipal, c'était pas jugé aussi valorisant qu'être policier national. Aujourd'hui, on peut considérer, quand on regarde qui sont les candidats à ces deux concours et qui choisit quoi, que c'est devenu quasiment équivalent, en tout cas que la police municipale. Oui, en même temps, quand on discute avec les policiers municipaux, ils ont aussi le sentiment d'avoir les missions avec les tâches un peu ingrates, qui ne sont pas effectuées par la police nationale. Et en même temps, on a la police municipale, ça représente 10% de la sécurité, des forces de sécurité intérieure, donc c'est pas négligeable. On voit bien qu'à la faveur des élections municipales qui se sont déroulées, il y a quand même une volonté d'augmenter les effectifs de la police municipale. Rien que la ville de Paris va créer sa propre police municipale, 3000 policiers municipaux vont être recrutés. Donc on voit bien quand même qu'il y a cette tendance-là. Et en même temps, même si dans la loi
qui est en discussion actuellement, on va leur donner des moyens supplémentaires, mais on voit bien qu'on n'est quand même pas forcément à la hauteur de ce que peuvent attendre les policiers municipaux. Pas encore. Et en tout cas, les maires, sur la question de l'accès aux fichiers, sur la question des contrôles. Enfin, il y a quand même un certain nombre de sujets sur lesquels la police municipale et les maires souhaitent davantage de moyens. Pas encore, mais on a uniformisé les tenues, on a uniformisé la formation, on a uniformisé les équipements, et on arrive à un point qui est quand même pas négligeable, où certaines personnes peuvent préférer la police municipale à la police nationale, voire même abandonner une carrière dans la police nationale pour rejoindre, et c'est un choix volontaire de leur part, la police municipale. On en est encore très loin pour la sécurité privée. On avance, mais en tout cas, il y a une certitude, c'est qu'il n'y aura jamais dans ce pays de partenariat optimal si on ne corrige pas les fragilités économiques de la sécurité privée. Et le paradoxe, c'est que la sécurité privée le demande pour elle-même, demande ces corrections des fragilités économiques, demande un meilleur encadrement de la sous-traitance, demande des garanties financières plus importantes qui sont inscrites dans la loi, demande aussi que les agents de sécurité incendie soient intégrés au livre 6 du Code de la sécurité intérieure, qu'eux aussi soient contrôlés par le Conseil national des activités privées de sécurité. Tout ça, c'est demandé, et ça n'est pas suffisamment entendu, ça n'est pas suffisamment audible, ça n'est pas dans la proposition de loi Fauvergue, en tout cas en l'état, c'est pas à la hauteur des attentes de la profession, et c'est dommage. Et c'est dommage que cette loi, pour le moment, passe à côté de son objet principal. C'est quoi? C'est un rendez-vous manqué ou c'est un rendez-vous qui est pas suffisamment honoré? Et donc il y aura une sorte de rattrapage après un peu. Enfin, c'est un peu d'ailleurs un peu paradoxal. On a une proposition de loi qui est quand même effectivement assez large. On n'est plus que dans le continuum de sécurité. Et en même temps, parallèlement, on sort les conclusions du livre blanc. Est-ce que c'était trop tôt ou trop tard? Le rendez-vous, pour qu'il soit manqué, il faudrait qu'il soit terminé. Le rendez-vous, il est en cours, donc on peut espérer qu'on puisse en corriger au moins certains des contenus. Mais il est vrai qu'en tout cas, c'est pas encore à la hauteur des attentes et des enjeux. En grande partie, bon, on le disait parce que le débat sur cette proposition de loi est en train d'être polarisé par des sujets qui sont pas les sujets du continuum, mais aussi, il faut bien le dire, parce que le Premier ministre, Jean Castex, quand il parle de continuum, il l'a fait au moins 2 fois. Il l'a fait une première fois lors d'un déplacement à Nice à la fin du mois de juillet dernier. Il l'a fait une deuxième fois lors d'un débat télévisé sur France 2. Il ne parle du continuum que comme d'une coopération public-public entre l'État et les collectivités. Mais où est la sécurité privée? Elle est pleinement, normalement, partie prenante du continuum. Mais si déjà dans les mots, dans le discours, on ne l'inclut pas, comment voulez-vous qu'on progresse et qu'on arrive à un partenariat qui soit efficace et satisfaisant pour tout le monde? Donc il y a quand même un enjeu qui est un enjeu d'inclusion et aussi de sortir d'une forme d'air qui était l'air du mépris pour la sécurité privée. Elle a pleinement sa place. Je crois qu'il faut comprendre qu'on peut servir la France de différentes manières et que quelqu'un qui travaille pour la sécurité privée, à sa manière, sert aussi la France. Et c'est une façon de servir la France qui est tout aussi respectable que les autres. En tout cas, il n'y a aucune raison objective de déprécier cela ou de déclasser cela. Alors, dans votre livre, vous dites que un des secteurs qui a réussi, c'est la cybersécurité en matière de coopération public-privé. Pourquoi sur la cybersécurité et pas sur le reste? La cybersécurité, ce qui est fascinant, c'est un des chapitres dans le livre, c'est qu'on a un alignement des planètes qui est presque parfait. D'abord, on a un État qui s'est fortement impliqué et emparé de la question, qui a compris les enjeux qui étaient ceux de la cybersécurité et qui a mis en place une politique publique en la matière, notamment sous l'égide de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est l'ANSSI. Parallèlement, on a des entreprises qui ont aussi compris le danger. Parce que les préjudices, notamment financiers, étaient colossaux, et s'ajoutaient à ces préjudices financiers des préjudices réputationnels. Parce que quand vous êtes hacké ou victime d'une cyberattaque et que ça paralyse complètement votre outil de production, bien évidemment, ça coûte cher, mais en plus, parfois, vous avez honte même de le dire ou de l'assumer. C'est un peu tabou. Oui, ça crée un préjudice d'image, et puis vos clients peuvent se dire que vous ne seriez pas aussi sûr que vous n'avez l'air de bien vouloir le dire. Donc, il y a ces risques, les entreprises se sont armées et s'étant mises en ordre de marche, un marché privé a émergé. Mais c'est un marché fortement qualifié, à très haute valeur ajoutée, avec des gens qui sont bien formés et qui en plus inscrivent leur action dans un cadre juridique et légal qui a été précisé parce que le législateur s'est aussi emparé de la question. Donc tout est aligné, les prestations sont vendues cher, elles sont bien margées, elles attirent des talents, elles sont donc fortement qualitatives, elles sont achetées comme telles, côté privé, et côté public, le cadre légal est bien en place et le partenariat entre l'ANSSI
et ces prestataires fonctionnent bien. Il y a des labels qui ont été instaurés. Donc tout l'écosystème est aligné pour que la coopération publique-privée soit optimale. Il faudrait peut-être s'en inspirer aussi pour la coopération publique-privée, non pas dans le monde virtuel cette fois-ci, mais bien dans le monde réel. Lorsqu'on parle continuum, on parle de l'État, on parle des collectivités locales avec les polices municipales, on parle de la sécurité privée. On a un peu tendance à oublier les directeurs sécurité et sûreté des grosses boîtes qui ont un rôle quand même assez important et qui sont souvent oubliés un peu dans le continuum. Oui, ils ont un rôle essentiel. C'est vrai que quand on parle continuum, on parle des agents du continuum. Et donc, on va tout de suite penser à l'agent de sécurité privée, comme on pense aux policiers municipaux, aux policiers nationaux, aux gendarmes ou aux militaires des trois armées. Et on ne pense pas à un acteur de la sécurité privée qui est le directeur sûreté de l'entreprise. C'est regrettable parce qu'on le met du coup dans une situation difficile, qui est celle d'être un capteur. Il capte de l'information à valeur sécuritaire au quotidien. Et c'est pas en général forcément à qui transmettre l'information, ou c'est vraiment très interpersonnel, quoi. Voilà, c'est ça, c'est qu'il peut savoir parfaitement à qui la transmettre, à un service de police, un service de gendarmerie, un service de renseignement, les trois à la fois. Mais s'il la transmet, il ne la transmet pas forcément dans un cadre qui est juridiquement stable. Et donc, il prend un risque en transmettant cette information. Et ça, c'est pour l'information montante. Mais que dire de l'information descendante, c'est-à-dire de l'information qui viendrait d'un service de renseignement vers un directeur sûreté. Cette information-là, vu que le canal de transmission n'est pas bien sécurisé, met en danger le directeur sûreté. Et pourtant, dans certains cas, il a besoin de savoir, parce qu'il en va de la sécurité de son entreprise. Et même cette coopération, elle est utile pour la sécurité de l'État. Donc, il faut préciser aussi le statut du directeur sûreté d'entreprise. Il faut le faire évoluer pour que la transmission d'informations et cette collaboration publique-privée-là, à ce niveau-là, bien soit meilleure, parce que il en va aussi de la sécurité du pays. Les entreprises sont des acteurs de la sécurité nationale. Merci Guillaume Fard. Je rappelle le continuum de sécurité nationale chez Hermann. Je vous remercie. Merci, avec plaisir. Thorane France a été heureux de vous présenter Continuum.